m'appelle Lazare Serge, de nationalité française, de la ville de Paris. J'ai été enlevé par AQMI le 24 novembre 2011 à Hamboury. Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, sa famille était sans nouvelles depuis plus de 2 ans, date de la dernière vidéo diffusée. L'otage français Serge Lazarevitch est apparu dans un nouvel enregistrement où il appelle François Hollande à agir pour sa libération. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a réagi sur Public Sénat, affirmant tout faire en recherchant le maximum d'efficacité et de discrétion. Entretien dans ce journal. Réforme territoriale, le plus dur commence. Après la présentation de la nouvelle carte des régions, bien les réactions sont vives, les revendications multiples et les mécontents nombreux. L'exécutif promet toutefois un débat et de possibles aménagements au Parlement. Les réactions politiques décryptées ce soir dans la chronique Net d'info de Caroline Deschamps tout à l'heure. Des changements au gouvernement. Pour des raisons de santé, la secrétaire d'État Valérie Fourneron a démissionné. Elle est remplacée au secrétariat d'État au commerce par la députée Carole Delga. Et Thierry Mandon fait son entrée dans l'équipe de Manuel Valls en charge de la réforme de l'État et de la simplification. Enfin, c'est une semaine chargée sur le front diplomatique. Sommet du G7 à partir de demain, cérémonie du débarquement le 6 juin. Le président français s'apprête à rencontrer et à recevoir de nombreux chefs d'État, dont Barack Obama et Vladimir Poutine. L'occasion de débattre ce soir des relations à avoir avec la Russie sur fond d'intensification des combats en Ukraine. On en parle avec de nombreux invités tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Une preuve de vie de Serge Lazarevitch, barbe fournie, un ruban noir sur la tête. L'otage français enlevé en novembre 2011 au Mali parle sous la contrainte et en appel au président Hollande. On regarde un extrait de cet enregistrement. Je m'appelle Lazare Serge, de nationalité française, de la ville de Paris. J'ai été enlevé par AQMI le 24 novembre 2011 à Hamboury. Et à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères a réagi sur notre antenne, affirmant que tout est fait pour retrouver Serge Lazarevitch. On écoute Laurent Fabius. Ce que je peux vous dire dans un domaine où il faut être très très discret, c'est que nous continuons de travailler très étroitement pour essayer de retrouver notre compatriote qui est le dernier otage. Et nous travaillons à la fois en recherchant le maximum d'efficacité, mais avec beaucoup de discrétion. Dans l'actualité ce soir, les réactions après la présentation de la carte des régions de France dans le cadre de la réforme territoriale. Ces réactions sont vives, il y a de nombreuses crispations à droite comme à gauche. Ce projet échauffe les esprits. On va en parler dans un instant avec Caroline Deschamps pour sa chronique Net d'info. Et tout de suite, le détail de ce projet, de cette carte, avec Jérôme Rabier. Il y a la France des régions voulue par François Hollande et celle des 66 millions de Français parfois pétris de fortes identités régionales. De quoi faire remonter les frustrations, à commencer dans l'opposition qui dénonce une carte dessinée à la va-vite. La manière dont on apprend le découpage des régions, de la manière dont ça a été fait, ça m'a fait penser au bal des vicomtes et de la vicomtesse. C'est-à-dire, au fond, on est très loin d'un aménagement républicain du territoire. Certaines frontières portent particulièrement à polémique, même lorsqu'elles n'ont pas bougé. C'est le cas pour la Bretagne et les Pays de la Loire, que des élus auraient bien vu se marier, notamment pour rapprocher la Loire-Atlantique de la Bretagne. L'endroit où on a le plus travaillé sur la question du redécoupage régional, c'est certainement entre la Bretagne administrative et les Pays de la Loire. On sait très bien que Nantes et Rennes aujourd'hui ont comme vocation d'être dans la même région. Au contraire, dans le sud-ouest de la France, d'autres dénoncent un mariage forcé entre la région Languedoc-Roussillon et celle de Midi-Pyrénées. De mettre ensemble Montpellier et Toulouse, je dirais que si ça se réalise, ça ne manquera pas de donner des résultats assez originaux, pour ne pas dire problématiques. C'est contraire à l'histoire, à la sociologie, ce n'est pas raisonnable. Manuel Valls a prévenu, les parlementaires auront leur mot à dire et des frontières pourraient évoluer. Les sénateurs l'annoncent, ils ne comptent pas s'en priver. Et le Premier ministre s'est chargé aujourd'hui du service après-vente de la réforme. Manuel Valls rejette l'idée d'un référendum, mais assure qu'il y aura un débat au Parlement. On l'écoute lors de la séance des questions au gouvernement.
Il faut réformer le pays. Ce que les Français attendent, ce n'est pas le jeu politicien, ce n'est pas le reniement des positions des uns et des autres, ce n'est pas le fait que vous-même, vous avez proposé la suppression, le regroupement des régions, vous avez proposé la suppression des départements, et parce que cette majorité le fait, vous n'êtes pas d'accord. C'est précisément ça que nos concitoyens ne veulent plus. Alors oui, et je l'assume devant vous, cette réforme, elle doit se faire. Pas parce que le président de la République le souhaite seulement, mais parce que c'est nécessaire pour le pays, c'est nécessaire pour l'intérêt général, c'est nécessaire pour nos régions, c'est nécessaire pour renforcer notre économie. Et place à l'analyse du 22h avec à présent pour le décryptage économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Vous nous direz dans un instant si cette réforme territoriale est vraiment source d'économie. Mais d'abord, c'est la chronique Net d'info. Bonsoir Caroline Deschamps. Bonsoir Sonia. Alors on va évoquer ensemble les réactions à cette réforme territoriale parce qu'elle a enflammé les réseaux sociaux. Et oui, le web en fusion, qui l'eût cru, la réforme territoriale est en tête des tendances sur Twitter depuis hier. Les élus locaux gazouillent ou plutôt piaillent sur les réseaux. À droite, on dénonce le charcutage et l'impréparation. Luc Châtel tweet « Fusion des régions, où est l'avis des élus ?» Le charcutage sur un coin de table aboutit à des découpages hasardeux. Éric Ciotti, lui, n'y va pas non plus par le dos de la cuillère. Il écrit « Petits arrangements entre amis et tripatouillage électoral ». Hollande, toujours pas à la hauteur de sa fonction. Au centre, Hervé Morin affirme, je cite, que si Hollande et Valls échouent sur cette réforme, la signification politique sera lourde. Elle démontrera l'impuissance définitive du pouvoir. Rien que ça, Sonia. Et à gauche à présent? Eh bien, c'est pas mieux parce que chez les Verts, eh bien, c'est François de Rugy qui est le plus virulent. Le député de Loire-Atlantique dénonce sur Twitter, je cite, une bonne réforme pervertie par une approche technocratique, plus des barons, plus des petits calculs électoraux. Il se demande même si la réforme n'a pas été conçue grâce à un algorithme. Alors un avis que ne partage pas Jean-Vincent Placé, pour qui la réforme est un équilibre, je cite, subtil et habile. Alors au PS aussi, on est divisé. Il y a les louangeurs, comme Didier Guillaume, le patron des sénateurs PS, affirme tout de go que plus qu'une réforme, c'est le nouveau visage de la France. Olivier Falorni, le député de La Rochelle, opposant historique de Ségolène Royal, lui ne mâche pas ses tweets. Je cite, « Atterré par le projet de fusion Poitou-Charentes-Centre-Limousin, en l'état, je ne voterai pas ça. » Alors Hélène Fontano, qui était avant dans une autre vie journaliste, qui est aujourd'hui au cabinet d'Harlem Désir, résume bien les choses. Elle poste un dessin d'Astérix, on le voit à l'image, où les Gaulois se battent comme des chiffonniers, Sonia. Oui. Et du côté des internautes, ça bataille aussi, Caroline. Bien sûr, mais de manière plus bon enfant. Beaucoup se moquent de la carte qui a évolué, donc hier soir entre 20h et 22h. Pour preuve, François Hollande a envoyé sa tribune à des rédactions de la presse régionale en écrivant, je cite, « Je propose de ramener le nombre de régions de 22 à XXX ». Il n'avait pas encore fixé le nombre, mais le web est bien fait. La version initiale a été retrouvée par Cause Toujours, qui évidemment la tweet. Et puis comme souvent, Sonia, vous le savez, le twitto est taquin. Sur le réseau, on s'amuse à trouver les nouveaux noms des super régions. Alors ça donne la l'Alsace ou l'Alsace, s'interroge Papa France, la Champicardie ou encore le très joli Piroussillon. Et puis d'autres s'amusent de la méthode. Vincent Glade file la métaphore footballistique. Hollande avait jusqu'à minuit pour envoyer sa liste des 14 à la FIFA. Les Pays de la Loire blessés sont quand même sélectionnés. Aurélien Fleureau annonce, lui, je cite, un Grenelle des Miss France dès demain matin à l'Élysée. C'est très urgent. Alors, pour parachever le tableau, il ne manquerait plus, Sonia, que la dame au chapeau s'en mêle. Et alors là, ce sera le bouquet. Merci beaucoup, Caroline Deschamps, pour votre analyse. Alors, autre question sur ce thème, sur cette réforme territoriale, c'est, eh bien, va-t-elle générer des économies? Oui, répond le secrétaire d'État en charge de ce projet, André Valigny. On l'écoute. On peut arriver à une dizaine de milliards d'euros d'économies. Parce que 10 milliards d'euros, c'est à peu près 5% de la masse globale des collectivités locales. La masse globale des budgets des collectivités locales, c'est 250 milliards.
Alors Jean-Luc Gombault, économie ou pas? Si oui, combien et quand? Alors, c'est certainement pas les 10 milliards dont parle M. Aligny ne sont pas liés simplement à la réforme, à la fusion des régions. Ça serait absolument extraordinaire. Le budget des régions total, c'est 27 milliards. Vous n'allez pas diviser par 3 le budget des régions simplement en les diminuant par 2. Donc ça, c'est absolument possible. Il parle évidemment des réformes qu'il attend. L'ensemble pesera peut-être 10 milliards d'euros. Pour ce qui est des régions, évidemment, si on regroupe les régions, il y a des réformes de structure qui s'opèrent. On va augmenter la productivité, on va rassembler les administrations et on peut compter à terme sur, ce que disent les économistes, sur 2 milliards d'euros. Donc c'est pas là qu'il y aura véritablement les économies, c'est dans tout le reste. Mais d'ailleurs, en premier lieu, quand on va commencer la restructuration des régions, ça coûtera de l'argent. Parce que vous devez rassembler les services, vous devez déménager les fonctionnaires qui travaillent, vous devez harmoniser les statuts. Donc, comme dans toutes les entreprises qui regroupent les administrations, dans un premier temps, ça coûte et à terme, ça fait effectivement des économies. Alors, c'est sur l'ensemble de la réforme territoriale qu'on va avoir les économies. Quand effectivement, on va supprimer les conseils généraux, qu'on va mettre un terme à la clause générale de compétences, on va mettre un terme au doublon. Tout ça, effectivement, va engendrer les économies. Est-ce que ça fera 10 milliards, comme le dit le ministre? Il l'a dit lui-même. Il dit que ça fait 7% du budget des collectivités territoriales. Ça me paraît beaucoup. Quand vous regardez l'ensemble des économies de l'État, puisque par rapport au pacte de stabilité qu'on a signé avec Bruxelles, en gros, on va diminuer la dépense publique de 1%. Et donc, rien que sur les régions, il espère 7%. C'est quand même très, très, très ambitieux. Mais enfin, bon, possible. En tout cas, c'est une évaluation. Voilà. Mais ambitieuse, dites-vous. Alors, Jean-Luc, quelle est la exactement. stratégie économique qui sous-tend cette réforme, qui sous-tend la constitution de ces super régions? Alors moi, je pense que ça, c'est la fragilité de ce qui nous a été présenté hier soir et tout au long de la journée d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'on a créé les régions, il y avait d'abord l'idée des racines régionales. Bon, c'était il y a 60 ans. C'était la Bretagne, par exemple, l'Alsace, qui avait des racines historiques. Mais en même temps, il y avait une logique économique. Pour la Bretagne, on dit l'agroalimentaire, le téléphone. Pour Midi-Pyrénées, on va dire l'espace et l'aéronautique. Là, on ne voit pas quelle est la logique économique de ces regroupements. Et vous allez regrouper des régions qui sont des niveaux de développement extrêmement différents. Par Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, vous fusionnez la 7e région française avec la 19e région française. Et vous pouvez prendre Alsace-Lorraine, vous fusionnez la 3e région française avec l'avant-dernière région française au niveau développement. Donc, à l'intérieur de ces ensembles, vous allez avoir des déséquilibres. Alors, soit, évidemment, la région pilote va entraîner celle qui est accolée par le haut, soit le fossé va se creuser. Et on le verra d'ailleurs quand on déterminera les capitales de ces régions. Qui prendra le pouvoir à l'intérieur? Sinon, on risque d'avoir la chose suivante. Les petites régions les moins développées vont dire on est la 4e roue du carrosse, alors qu'on espérait une roue de secours. On aura donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault. Et la suite du 22h. Et dans un instant, c'est le grand débat du mardi soir autour d'une semaine qui sera chargée sur le front diplomatique. Sommet du G7 à partir de demain. Cérémonie du débarquement le 6 juin. Le président français s'apprête à rencontrer et à recevoir de nombreux chefs d'État, dont Vladimir Poutine. L'occasion de débattre ce soir de la politique étrangère de la France et des relations à avoir avec la Russie. Tout cela sur fond d'intensification des combats en Ukraine. On en parle juste après le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Sophie Normand-Couturier. La secrétaire d'État au commerce démissionne pour raison de santé. Elle sera remplacée par la députée PS, Carole Delga. Valérie Fournéron avait dû être hospitalisée dans la foulée du remaniement du printemps pour un syndrome méningé. Revenue brièvement à son poste, elle avait dû à nouveau s'absenter pour se reposer. Dans le même temps, François Hollande a annoncé la nomination du député PS Thierry Mandon comme secrétaire d'État à la réforme de l'État. Perquisition aujourd'hui du domicile de Guillaume Pelletier. La police judiciaire enquête sur une affaire de favoritisme et prise illégale d'intérêt présumé dans l'attribution d'un marché public à Menton. Serait impliquée la société de communication du vice-président démissionnaire de l'UMP, Ébig Malian.
Michel Platini a-t-il été influencé par un responsable qatari lors de l'attribution du mondial de football de 2022? C'est ce que suggère le Daily Telegraph. Le président de l'UEFA aurait rencontré en privé Mohamed bin Hammam, alors membre du comité exécutif de la FIFA, éradié à vie en 2012 pour corruption. Michel Platini dénonce lui des rumeurs sans fondement qui visent selon lui à salir son image. En plein débat sur le mariage homosexuel, leur violente agression avait suscité l'émoi. Les agresseurs d'Olivier et Wilfried viennent d'être condamnés à 30 mois de prison, dont 12 et 15 mois de sursis avec mise à l'épreuve. Le tribunal a tranché. Il a rendu une peine qui nous semble parfaitement équilibrée. C'est un message qui est très fort à l'égard justement de ceux qui seraient tentés d'agresser quelqu'un à cause de l'homosexualité. Les Syriens ont voté aujourd'hui pour le prochain président du pays. 3 candidats à cette élection, mais sans surprise, Bachar al-Assad devrait se maintenir au pouvoir. Le scrutin est organisé dans les régions sous contrôle du régime, soit 40% seulement du territoire. Une farce pour l'opposition et ses alliés occidentaux et arabes. Le dessin du jour est signé Baudry. On y voit François Hollande en plein redécoupage territorial, un peu à la manière d'un couturier. Et c'est une semaine très chargée sur le front diplomatique qui s'annonce. Sommet du G7, cérémonie du débarquement. Le président français va recevoir et rencontrer à cette occasion de très nombreux dirigeants du monde entier. Alors quelle est aujourd'hui la place, le poids de la France sur la scène internationale? Et puis comment se comporter avec Vladimir Poutine? Le chef du Kremlin arrive en France sur fond d'intensification des combats en Ukraine. Quelle relation avec la Russie? On évoque tous ces sujets avec nos invités ce soir. Marie Mandras, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes politologue au CNRS et au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Et vous êtes spécialiste de la Russie. Merci d'être avec nous. Et également avec nous ce soir, Henri Weber, bonsoir. Bonsoir. Député européen, socialiste. Jusqu'au 2 juillet. Tout à fait, merci de le préciser. Avec nous également Bernard Guetta, bonsoir. Spécialiste des questions internationales, journaliste sur France Inter, on est ravis de vous accueillir. Et Renaud Girard, merci d'être là, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, auteur du livre Le Monde en marche aux éditions CNRS. Alors messieurs, madame, tous les regards seront tournés vers la France cette semaine. Les cérémonies du débarquement vont rassembler un très grand nombre de chefs d'État et de gouvernement. Ce sera bien sûr d'abord un moment d'émotion dans ce haut lieu de mémoire, mais aussi un moment politique et de politique étrangère. D'abord, comment les uns et les autres vous voyez la France, la place de la France sur l'échiquier mondial? Bernard Guetta. Écoutez, pour une puissance moyenne, car la France est une puissance moyenne... Célèbre phrase, oui. Pour une puissance qui est en panne politique, économique et psychologique, je trouve que finalement la France se débrouille pas si mal. Alors, elle est servie par le fait que les plages du débarquement sont normandes, donc françaises, que donc les cérémonies du 70e anniversaire se tiennent sur son territoire et qu'elle reçoit à cette occasion la quasi-totalité des plus grands leaders du monde. Mais le fait est que ça permet à François Hollande de tenter de tester avec Vladimir Poutine les possibilités d'un compromis, d'un grand compromis, ou petit d'ailleurs, je ne sais pas, sur l'Ukraine, mais d'un compromis. En tout cas, le fait est aussi que David Cameron, le Premier ministre britannique, et Angela Merkel, la chancelière allemande, vont s'engouffrer dans la brèche en ayant eux aussi des tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Le fait est également, et c'est le plus important, qu'on sent en ce moment chez Vladimir Poutine, en Russie d'une manière générale, une position moins, je ne sais pas comment dire, moins arrogante, moins agressive, agressive sur le dossier ukrainien. L'OTAN vient de confirmer que la Russie était effectivement, comme elle l'avait annoncé, en train de retirer les troupes qu'elle avait déployées à la frontière ukrainienne. Et on croit bien sentir, oui, et c'est une fenêtre d'opportunité, un désir de Vladimir Poutine d'arrondir les angles. Je reviens, on va évidemment parler en détail de ce tête-à-tête avec Vladimir Poutine. C'est un dîner avant les cérémonies du débarquement. Marie Mandras, la question plus générale également, puisque tous les regards seront tournés vers la France, sur notre place, sur notre poids aujourd'hui sur la scène extérieure. Il me semble que, oui, la France a une politique qui est relativement cohérente, mais qui manque d'une politique européenne.
Je trouve que ça, c'est vraiment criant. C'est-à-dire que nous n'allons peut-être pas reparler ici des résultats des élections européennes. Non, mais de l'avenir de l'Europe. Oui, l'avenir de l'Europe, on va en parler. Et moi, je reviens d'Ukraine où j'observais donc les élections à la fois présidentielles et du maire d'Odessa, donc sur la mer Noire. Et j'étais frappée de la présence de l'Europe en Ukraine et de la stupéfaction des Ukrainiens devant les résultats des élections du Parlement européen. Donc je pense que... c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils en ont pensé précisément ? Eh bien, écoutez, moi, ce que j'ai souligné en écrivant d'Odessa, c'était qu'on a beaucoup accusé le gouvernement de Kiev, le gouvernement intérimaire, d'avoir peut-être des orientations de droite, néofascisantes. Enfin, on a entendu des choses absolument aberrantes, et même en France, et on a vu que les résultats à l'élection présidentielle ukrainienne, les deux représentants de l'extrême droite ont fait l'un moins de 1% et l'autre un tout petit peu plus de 1%. 3% à 2. Donc même pas, non, 2% à 2. Et quand on voit nos résultats le même jour, donc je pense qu'il faut avoir à la fois une certaine modestie. On s'est beaucoup trompé sur l'Ukraine et il faut être beaucoup plus engagé dans la politique européenne. Donc j'espère que Paris sera engagé. Et j'aimerais rappeler aussi que oui, Vladimir Poutine est en France, mais il n'est plus membre la Russie n'est plus membre du G8, donc il ne fera pas partie des discussions du sommet du G7 à Bruxelles demain. Avant, on va tout de suite parler de Poutine. Je sais que ça brûle les lèvres de tout le monde. Sur plutôt le rôle de la France. Encore un tour de table là-dessus, puis on va passer aux relations avec les Russes. Ça n'a échappé à personne, n'est plus une grande puissance. C'est beaucoup plus qu'une petite ou même moyenne puissance. C'est une puissance d'influence. Et c'est son ambition. C'est-à-dire être capable de peser sur le cours des choses. Bon, et en disposer des moyens, y compris d'une force de projection militaire. C'est un des derniers pays, c'est le dernier pays européen qui peut projeter des troupes armées à 10 000 km de ses frontières. Plus personne ne peut le faire, sauf peut-être les Britanniques, et encore, j'en suis pas sûr. Bon, mais peu importe. Mais pour être une puissance d'influence, elle a besoin, en effet, d'un levier ou d'un démultiplicateur qui est l'Europe. Bon, or, l'Europe, jusqu'à présent, c'est un ensemble de nations marchandes qui vivaient sous protection américaine, sous parapluie stratégique américain, et qui s'en trouvaient très contents et qui ne cessaient de baisser leur budget de la défense. Et ça, c'est tout à fait révélateur. Or, ce qui est nouveau désormais, c'est le retour de la menace. Menace sous la forme, d'abord, sous la forme la plus classique. Il y a un regain sur notre frontière Est, avec une grande tentation de Poutine, précisément, de se refaire une santé et une popularité en conquérant des territoires, en redonnant... Pour l'instant, seulement la Crimée. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, parce que des territoires, c'est pluriel. Oui, bon. Il y a des plans. Les faits sont là, oui. Donc, bon, ça c'est... À nouveau, on se rend compte qu'il y a une poussée des nationalismes. On croyait que c'en était terminé. Enfin, certains croyaient, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, que c'en était fini. Il y a un retour des nationalismes et aussi de la menace sous la forme que je viens de dire, mais aussi sous la forme du terrorisme. Il y a le Sahel. Menace, terrorisme. Et je retiens ce que vous dites, puissance d'influence. Pour terminer ce tour de table sur notre politique étrangère, Renaud Girard, pour être une puissance d'influence, il faut avoir une diplomatie digne de ce nom. Est-ce que c'est le cas ? D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Henri Weber a dit, c'est-à-dire que je ne pense pas que la Russie soit notre principale menace. Je pense qu'on a une menace présente qui s'appelle l'islamisme. Oui, voilà, que la France a un ennemi principal, la notion d'ennemi principal me semble importante, c'est l'islamisme. Je ne pense pas que la Russie soit l'ennemi de la France, et je pense d'ailleurs que nous avons manqué d'une politique, une grande politique vis-à-vis de la Russie. Je pense que Hollande aurait dû aller à Sotchi. Les droits de l'homme ne sont pas parfaits en Russie, mais juste avant Sotchi, il est allé, j'étais avec lui, en Arabie Saoudite. C'est un pays où un blogueur vient d'être condamné à 1000 coups de fouet. Donc M. Hollande a passé 2 jours en Arabie Saoudite. Donc je pense qu'il aurait dû aller à Sotchi, puisque ça faisait plaisir à Poutine, faire comme le président chinois, et lui dire félicitations pour vos magnifiques Jeux Olympiques,
Mais sur l'Ukraine, on a manqué d'un dialogue franc, direct, les yeux dans les yeux, c'est ça? Voilà. Et d'autre part, je pense que notre politique, ça n'a pas été souligné par les 3 précédents orateurs, est trop alignée sur les États-Unis d'Amérique. Je regrette la posture ancienne, la posture que nous a léguée le général de Gaulle, c'est-à-dire allié des États-Unis dans les graves crises, comme à Cuba, mais en revanche, avoir une politique propre. Sur l'Iran, par exemple, nous avons été plus catholiques que le pape, et nous avons, donc si vous voulez, voilà. Donc pas alignés. Donc nous étions alignés sur McCain, si vous voulez, et pas sur Obama. Donc nous avions la possibilité, si vous voulez, de faire l'honnête broker, de faire l'intermédiaire entre l'Iran et l'Amérique, et nous avons laissé tomber ça par néoconservatisme. C'est-à-dire qu'au moment même où les néoconservateurs étaient plus au pouvoir, aux États-Unis, ils étaient encore au pouvoir au Quai d'Orsay, et on a laissé il y avait une fenêtre de tir pour se démarquer, selon vous, à ce moment-là. Alors, ce rôle au sultanat d'Oman, et je regrette dernièrement, la dernière chose, c'est que je pense que Fabius a eu un très bon réflexe d'aller le 20 février en Ukraine, avec Sikorsky et Steinmeier. Mais qu'il aurait dû rester plus longtemps. Que ça a arrêté les morts sur Maïdan, la présence même de ces ministres a arrêté, mais qu'après il est parti en Chine, on ne sait pas pourquoi. Il aurait dû rester plus longtemps. Il aurait dû rester, il aurait dû aller à Moscou, et il aurait surtout dû, il y a eu un accord qui était très important le 21 février, et les ministres européens, au lieu de revenir chez eux le week-end, auraient dû babysitter cet accord et dû le garder, et ça aurait garanti l'unité de l'Ukraine. On va maintenant. Vous écoute pas assez. On va s'arrêter sur justement les relations avec la Russie. On va préciser que Vladimir Poutine sera donc en France pour les cérémonies commémoratives du débarquement. Et la veille, le 5 juin, il va dîner, donc en tête-à-tête avec François Hollande. Pour l'anecdote, mais ce n'est pas seulement une anecdote, on va le préciser aux téléspectateurs, il va dîner juste avant, 1 heure auparavant, avec le président américain, Barack Obama, Marie Mandresse. Et on apprend, quand on lit la presse américaine, que le président américain aurait exercé beaucoup de pression sur le président français pour justement annuler ce dîner avec Vladimir Poutine. Finalement, François Hollande le maintient. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Il me semble que le repas avec Vladimir Poutine, ce n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est de rappeler que, par exemple, à Sotchi, Sotchi avait lieu quand Vladimir Poutine a commencé à armer des commandos déjà en Crimée et très vite après pendant l'Est de l'Ukraine. Que les pires violences qui ont eu lieu à Kiev ont eu lieu pendant la deuxième partie des para-olympiques. J'aimerais aussi rappeler que nous avons toujours tendu la main à Poutine, toujours essayé de trouver des solutions. Tendu la main et le bâton, pardonnez-moi, avec les sanctions économiques. C'est difficile de tendre la main et le bâton en même temps. Quand un pays comme la Russie annexe, sans autre forme de procès, un morceau de territoire de son voisin, la question n'est plus justement de tendre la main et de chercher le dialogue. Je pense que la France a cherché le dialogue, les Américains ont cherché le dialogue, mais ce qui bloque depuis des mois et des mois la relation avec Poutine, c'est la Syrie. Je suis quand même un petit peu choquée quand j'entends dire que la menace majeure, c'est l'islamisme, alors que ce que nous observons aujourd'hui... La France, oui, je le répète, je le maintiens. L'ennemi principal des Français, ce sont les islamistes. Ce que nous observons aujourd'hui en Syrie, c'est quand même une situation absolument dramatique et qui est le fait d'un homme, un dictateur, Bachar el-Assad, qui est toujours soutenu et armé par Vladimir Poutine. Et depuis ce blocage de toute négociation diplomatique sur la Syrie, ça date de l'été dernier, je pense que pour Paris, pour Washington, c'est difficile de renouer un dialogue avec Poutine, mais bien entendu, il faut le faire, et c'est ce que nous essayons de réenclencher. Et je pense que nous le faisons dans d'assez bonnes conditions en Europe, si nous avons un discours européen, parce que en effet, la Russie est en train de reculer en Ukraine. C'est le cas, il y a eu un point de rupture, il y a eu une fêlure dans la relation importante entre les Occidentaux et la Russie avec le dossier syrien. Écoutez, certainement.
il y a eu la rupture sur la Syrie et la rupture sur l'Ukraine. Les deux consécutifs ont sérieusement, oui, endommagé la relation entre les Occidentaux et la Russie. Mais pour en revenir au point de débat de tout à l'heure, je ne crois pas, contrairement à Renaud Girard, qu'au moment de Sotchi, il aurait fallu aller nous afficher, que François Hollande aurait dû aller s'afficher avec Vladimir Poutine. Parce que, comme Marie Mandras vient de le dire, on était au pic, véritablement au pic de l'intervention éhontée. Je parle de l'inauguration de Sotchi qui se passe en je voudrais terminer. On était donc au pic de l'intervention éhontée de la Russie en Ukraine. Ce n'était certainement pas le moment de s'afficher. En revanche, on voit aujourd'hui que Vladimir Poutine, apparemment, commence à avoir des deuxièmes pensées, qu'il réalise qu'en Ukraine, en tout cas, on pourrait parler de la Syrie tout à l'heure, qu'en Ukraine, en tout cas, il n'a plus certainement, à coup sûr, les moyens de pousser son avantage en Ukraine. Parce que ça commence à lui coûter cher, économiquement, politiquement, diplomatiquement, en termes d'image, en termes même de relations avec son entourage propre qui s'inquiète d'un aventurisme du président russe. Et il cherche peut-être, je n'en suis pas certain, mais peut-être qu'il cherche aujourd'hui une porte de sortie, ou en tout cas un moyen d'arrondir les angles. Alors là, oui, c'est le moment de parler avec tous les cas. Bien sûr que oui. Est-ce qu'il cherche une porte de sortie, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que ce n'est pas un maître, en stratégie, un champion au jeu d'échecs? Il excelle dans ces domaines où nous nous contentons parfois de jouer les candidats. On n'a pas retenu les leçons de l'histoire, et lui, il a fait ce qu'il a dit. Il n'est pas allé au-delà de la Crimée. S'il cherche une porte de sortie, on va s'en apercevoir. Parce que il faut la lui ouvrir. Absolument. Il faut la lui ouvrir. Il faut lui dire chiche. Nous ne sommes pas pour un affrontement, nous sommes pour la coopération et la paix avec la Russie. Et pour le co-développement. Nos économies, nos sociétés sont complémentaires. La Russie fait partie de l'Europe. Tout à fait. Elle fait partie de la culture et de la civilisation européenne. Nous ne sommes pas dans une ligne d'affrontement. On n'entend pas assez ce discours chez les socialistes, pardonnez-moi. Si, on l'entend énormément. Pas Non, on l'entend. C'est la ligne absolument officielle du Parti des socialistes européens comme des socialistes français. La vérité, c'est que les Européens ont été divisés sur cette question. Les Européens de l'Est, ceux qui en avaient tâté pas mal, les Polonais, par exemple, au hasard, ou les Baltes. Ceux-là étaient, pour essayer de prendre le maximum, étaient sur une ligne, en effet, offensive et même agressive. Bon, d'autres, comme nous-mêmes et les Allemands, étaient sur une ligne de coopération. Et tout cela s'est un peu neutralisé et paralysé. Et aujourd'hui, il faut développer une politique de coopération avec la Russie et de pacification, de désescalade. Oui, mais la question, justement, c'est que si nous voulons avoir un discours qui est « la Russie est en Europe, peut être dans le grand espace européen », il faut à ce moment-là, tout à fait, mais je suis d'accord, mais dans ces cas-là, il faut oser dire, et c'est là que nous étions gênés, que l'Ukraine, d'autant plus, est en Europe, appartient à l'univers européen. Or, parce que si les Ukrainiens le veulent, tous ne le veulent pas. Mais bien sûr, il faut préciser le vocabulaire entre Union européenne et continent européen. Et voilà, mais je crois que c'est ça qui est important, c'est que comme nous sommes gênés de dire, nos gouvernants en Europe, pas seulement en France, sont gênés de dire que l'Ukraine, appartient au continent Europe, justement pour ces raisons de volonté de ne pas élargir l'Union européenne, il est impossible de dire la Russie est en Europe sans dire l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie. Voilà. Mais tous les pays européens sont sur le continent européen, c'est clair. Je crois qu'Henri Weber l'a bien dit. D'abord, la politique étrangère sur cette question de l'Union européenne a été trop menée par des petits pays comme ou des pays qui ont récemment adhéré comme la Pologne ou la Lituanie. Et deuxièmement, effectivement, le commissaire Füle qui s'occupe de ça à la commission de Bruxelles a fait une erreur incroyable, c'est-à-dire que cet accord commercial qu'il a proposé au nom du voisinage, politique de voisinage à l'Ukraine, il ne l'a pas proposé à la Russie, qui est pourtant voisine et qui, Henri l'a rappelé, qui est un pays profondément
européens, et même Truman, même Harry Truman, qui était pourtant très anticommuniste. Harry Truman, quand il a fait le plan Marshall, il l'a proposé à l'Union soviétique. Staline l'a refusé. Là, c'est autre chose. Il l'a proposé. Il l'a proposé. Il l'a proposé. Oui, tout à fait. Il l'a proposé dans les mêmes termes. Il l'a proposé dans les mêmes termes. Non, mais soyons sérieux. Harry Truman a proposé dans les mêmes termes. Je sais, tout à fait sérieux. C'est un fait historique. Le plan Marshall, c'est pas une petite chose, Madame Madras. C'est une chose très importante. Il a été proposé. Et quand on propose un accord commercial aussi important à l'Ukraine, la moindre de la diplomatie, la moindre des politesses, c'est de le proposer aussi à Moscou, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, je pense que si on avait été parlé à Poutine dès l'ouverture, l'inauguration des Jeux de Sotchi, et je suis allé, j'ai couvert toute la guerre de Crimée, donc toute la crise de Crimée, donc je sais très bien, ça s'est passé bien avant. C'est 3 semaines avant l'inauguration, pas des Jeux. Par rappeler des jeux pour les handicapés, des vrais jeux, des premiers Jeux olympiques d'hiver, c'est début février l'inauguration. Donc il fallait parler bien en amont. Mais Renaud, il n'y avait pas que l'annexion de la Crimée, il y avait depuis novembre, c'est-à-dire depuis bien avant l'ouverture des Jeux, pas para, mais des Jeux tout simplement à Sotchi, une politique russe d'une agressivité absolument incroyable en Ukraine, puisque la Russie a très violemment et très durement empêché par le chantage, disons-le, et y compris par le chantage personnel, le président Yanukovych, le président ukrainien de l'époque, de signer cet accord de partenariat avec l'Union européenne proposait 560 millions d'euros d'aide. Lui, il en proposait 11 milliards. C'est d'ailleurs le choix d'un président librement élu de décider de ne pas signer un accord ou de signer. Mais en revanche, non, ce que je veux dire, que si on avait été voir Poutine à Sochi, oui, je peux simplement terminer. Je vois que vous êtes tous les trois contre moi, mais je veux simplement tenir mon propos. Simplement dire simplement me dire 3 choses. Que si on avait dès Sotchi, rassurer Poutine sur 3 choses. C'est-à-dire l'usage du russe en Ukraine. Deuxième chose, la non-ouverture, que l'OTAN n'aille pas sur les rives du Dniepr, n'a pas jusqu'en Ukraine. Troisièmement, la base de Sébastopol pour la flotte russe, je pense qu'on n'aurait eu aucun problème avec Poutine. Mais l'histoire s'est passée différemment. On va regarder un sujet sur le rôle de la France. Je voulais vous demander en un mot, c'est difficile, mais comment vous définissez Vladimir Poutine? Parce qu'on a tout entendu, tout lu sur lui. Comment vous le définissez, Bernard Guetta? Un nationaliste vieux russe. Bernard Guetta. C'est un nationaliste vieux russe à force tendance autocratique. Ça, c'est presque un pléonasme. Un dirigeant autoritaire qui est déjà au pouvoir depuis 15 ans et qui s'use. Qui s'use malgré une popularité qui ne s'use pas. Non, je ne suis pas certaine qu'il soit si populaire. C'est un autre débat. Renaud Girard. C'est le tsar de la Russie, c'est-à-dire, bien sûr, c'est un autocrate. Mais peut-être, là je rejoindrai exceptionnellement ce soir Marie Mendras, là je crois qu'effectivement il se trompe peut-être de challenge. C'est-à-dire qu'il ait repris la Crimée qui avait été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine sans aucune consultation de la population. D'ailleurs, les gens là-bas m'ont dit, mais heureusement pour une fois qu'on est consulté, ça c'est autre chose. La Crimée, c'est pas très important. En revanche, je pense qu'effectivement il y a un challenge auquel Poutine ne s'attaque pas, alors qu'il est très populaire, comme vous l'avez dit, qui est celui de l'état de droit. Et il n'y a pas une nation dans le monde qui peut se développer sereinement et sur le long terme sans la constitution d'un état de droit, et ça ne semble pas être le fait. D'accord. L'état de droit, ce n'est pas un détail, c'est le fond du problème. Non, c'est un problème important, je suis d'accord avec toi. Alors, messieurs, madame, la place de la France dans l'échiquier mondial, notre journaliste, regardez, Mounir Soussi, appréhende cette question à travers 3 aspects. Le couple franco-allemand, c'est important, c'est le moteur de l'Europe. Le retrait américain dans certaines zones du monde, ce que l'on appelle le désengagement américain. Et enfin, l'émergence des nouvelles puissances, les BRICS. Comment on se situe dans ce nouvel ordre mondial? Élément de réponse avec Mounir Soussi, regardez. Les 2 ennemis d'hier, aujourd'hui main dans la main. La hache de guerre entre la France et l'Allemagne est bien enterrée, mais la bataille s'est déplacée sur un autre terrain, l'économie. Berlin à genoux au sortir de la guerre est maintenant leader en Europe, un joli pied de nez à l'histoire.
On peut parler effectivement d'une certaine manière d'une petite revanche, mais naturellement il ne faut pas diaboliser le terme. De toute façon, les pays sont toujours en compétition, et notamment d'un point de vue économique. Une capacité de rebond saluée par François Hollande qui, beau joueur, s'appuie sur la métaphore sportive pour souligner les forces de notre voisin. J'apprécie beaucoup la chansonnière parce qu'elle aime le football, et ça se voit. Et donc elle encourage son équipe autant qu'elle peut, et je pense qu'il faut s'en méfier, pas de la chansonnière, hein, de l'équipe d'Allemagne jusqu'au bout. Grand arbitre du jeu géopolitique, les États-Unis infléchissent doucement leur ligne. Après avoir traversé la guerre froide et mené des expéditions aux 4 coins du monde, Washington semble tirer les leçons d'un trop grand interventionnisme. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, certaines de nos erreurs les plus coûteuses ne sont pas venues de notre retenue, mais de notre volonté de nous précipiter dans des aventures militaires sans penser à toutes les conséquences. Une prise de distance sur le plan militaire, mais les États-Unis ont encore un atout dans leur manche. Les révélations autour de la NSA et l'influence des géants d'Internet que sont Google et Facebook montrent leur avance dans ce secteur stratégique. Pendant que les États-Unis s'interrogent sur leur rôle, la Russie effectue un retour en force. À la tête d'une équipe constituée de la Chine, du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, ces pays émergents ont fait leur entrée dans le club des grandes puissances économiques. Le G8 leur a fait de la place, passant à 20 membres. Mais sur le terrain diplomatique, les équilibres du siècle dernier restent bien d'actualité. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne leur ont pas encore ouvert les portes, mais jusqu'à quand ? Je crains, si je puis dire, que une véritable réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies ne pourrait en fait venir que d'une crise internationale majeure, comme on l'a eu au moment de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, chose qu'il ne faut pas espérer, bien entendu. Voilà pour ces 3 aspects des relations internationales. Peut-être on peut s'arrêter pour conclure sur les États-Unis, puisqu'on a parlé de la France, de l'Europe, de la Russie. Désengagement, peut-être influence déclinante. Comment vous jugez, Bernard Guetta, le rôle de Barack Obama justement sur le dossier ukrainien ? Mais écoutez, sur le dossier ukrainien, il a eu l'attitude qu'il fallait avoir, c'est-à-dire qui consistait à rassurer les pays d'Europe centrale membres de l'OTAN, non seulement les pays d'Europe centrale membres de l'OTAN, mais aussi l'ensemble des anciennes républiques soviétiques, aujourd'hui indépendantes, mais à l'indépendance tellement fragile. Henri Weber. Alors, ceux qui ont une attitude tout à fait nocive, c'est pas Obama, c'est ses prédécesseurs, c'est Bush. C'est Bush qui a poussé. Alors lui-même était dans une position très agressive, pas du tout coopérative. Il voulait profiter de la situation au maximum. Il n'a pas été très coopératif, Barack Obama. Oui, il refuse même de croiser Vladimir Poutine ces jours-ci. Dans le moment présent, parce qu'il y a quand même un conflit chaud. Mais c'est cette politique de Bush qui a beaucoup encouragé une série d'États membres de l'Est qui ont exigé, par exemple, que tel et tel pays adhère à l'OTAN, qui était une provocation pure et totalement inutile. Bon. Et donc, si on a à faire des reproches à des leaders américains, c'est plutôt aux prédécesseurs. Marie Mandras, même question pour terminer. Oui, Barack Obama, il me semble, s'est trouvé piégé en Syrie. Ça a été extrêmement difficile à vivre pour les conseillers à la Maison-Blanche et au département d'État, parce que Obama a de très bons spécialistes du Moyen-Orient, il a aussi de très bons spécialistes de la Russie et de l'Ukraine. Donc je pense qu'il a fait un presque sans faute sur l'Ukraine. Ça lui a permis aussi d'opérer enfin, oui. Et je pense ça lui a permis d'opérer aussi enfin son retour en Europe, sa redécouverte au fond vous êtes des alliés d'accord, européens. presque sans faute pour terminer. Oui, je crois que Barack Obama est un homme... 2 points d'accord avec Marie Mandras. Non, je crois que c'est un homme prudent, je crois que c'est un grand politique, je crois que c'est un président pour lequel j'ai personnellement beaucoup de respect. Je crois que son discours de West Point était remarquable. Ses interventions en terre d'islam pour renverser des dictateurs, on en a fait 2, si vous voulez, parce qu'on croit qu'on est plus intelligent. Donc on va amener justement l'état de droit et la paix, la prospérité dans ces pays en intervenant militairement. On a essayé l'Irak. Ça a foiré lamentablement et on a essayé... En un mot pour terminer. Pas nous, et on a essayé la Libye. Nous avons lancé la Libye et c'est un désastre. Alors que Barack Obama soit prudent, et même qu'il ait été prudent sur la Syrie,
Parce que c'est vrai que Bachar al-Assad, c'est pas terrible. Mais je suis pas sûr. C'est un presque tout. On va terminer ce débat tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que si les islamistes avaient pris le pouvoir en Syrie, la situation était différente. Mais les islamistes n'auraient pas pris le pouvoir. J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que les islamistes n'auraient pas pris le pouvoir. Je pense qu'il y avait au moins 50% de chances que les islamistes eussent pris le pouvoir si Bachar était parti. Voilà. Merci d'avoir conclu. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'émission politique 3 par 3. Belle et douce nuit à vous. À demain, 22h, avec plaisir, bien sûr.